Salut Corinne. Salut Sébastien. Alors quel plaisir de te retrouver ici en ce mois de septembre pour la rentrée du geste du mois. Eh bien écoute, j'espère que tu as passé un bel été Sébastien. Écoute, oui, mais je trépignais d'impatience surtout à l'idée de vous retrouver, toi et les téléspectateurs. Ah ben, moi aussi, je suis ravie d'être ici avec toi pour ce geste du mois de septembre et comme d'habitude, des gestes techniques. Exactement, on va retrouver François qui va nous amener dans son jardin et qui va nous donner toute une série de trucs et astuces en fonction de la saison actuelle. Et puis Berthe qui va nous parler, comme d'habitude aussi, de ses machines. Ici, on parlera de couper du bois puisque c'est un petit peu de saison, il faudra bientôt remplir nos cheminées. Et oui, malheureusement. Moi, je vais aller retrouver Valentin à l'Esbel Crabe, on s'est déjà vu plusieurs fois, et on va faire un petit geste technique au potager. Et puis alors, la malheureuse actualité de cet été, c'était quand même les inondations. Et donc nous, on rebondit un petit peu là-dessus pour le fil rouge de ce mois. Exactement, l'idée c'était de vous donner quelques trucs et astuces pour enrichir votre jardin et parer peut-être à de futures inondations. On ne l'espère pas, mais ça risque peut-être d'arriver. De mon côté, j'ai rencontré un agriculteur qui va nous expliquer comment lui, dans ses champs, il a pu un petit peu contrer ce phénomène-là avec du miscanthus, avec des haies, avec un petit peu de plantes mellifères, etc. Il nous expliquera ça plus en détail. Et moi, j'ai rencontré Hélène qui a un domaine, le domaine de Béronsart, qu'elle exploite. Et pour l'exploitation de son domaine, elle a installé un parking. Et c'est juste top, en fait, parking 150 places sur de la pelouse, pas que ça. Hein. On va aller voir dans le sol tout ce qu'elle a mis en place. Et puis tout de suite, on est ici à Jean-Blou, à l'agrobiotech, et je vais aller retrouver Aurore Degré, qui elle justement est experte en fait en érosion et ruissellement des sols. Bon geste. À toi aussi. À tout à l'heure. Salut. Bonjour Aurore. Bonjour. Alors tu es professeur d'hydrologie ici à Jean-Blou. On est d'ailleurs sur un terrain de l'agrobiotech de Jean-Blou, mais plus spécifiquement. On est sur la plateforme Wasabi, où on fait toute une série de démonstrations du rôle de la nature en ville, production, biodiversité. Et ici, on est sur la future parcelle du jardin de pluie. On va pouvoir montrer comment la nature peut aider à réguler les flux d'eau en cas d'inondation. Alors évidemment, c'est d'actualité avec ce qu'on a connu cet été. Et un premier constat, c'est qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut avec l'eau et la maîtriser. Ah ben nous, on ne peut pas maîtriser la quantité d'eau qui arrive par les précipitations. Par contre, on peut essayer de limiter le ruissellement et on peut essayer de faire infiltrer l'eau au maximum dans des zones comme ceci. Alors tu le dis, on parle de ruissellement parce qu'en fait, souvent, les problèmes d'inondation ne sont pas nécessairement dus aux rivières qui sortent de leur lit, mais plutôt à un problème de ruissellement. C'est ce qu'il y a le plus souvent, effectivement, en région wallonne, ce sont des inondations par ruissellement. Alors c'est aussi important d'agir en surface parce que là, on peut voir ce qu'on fait. On rappelle que l'eau s'écoule, on rappelle où elle passe et on évite de mettre des infrastructures vulnérables. Et puis c'est beaucoup plus facile pour la maintenance. Voilà, parce qu'on s'est rendu compte aussi que quand il y a des fortes pluies, ça charrie beaucoup de déchets et finalement ça vient boucher C'est un risque important et qui est difficile à maîtriser. Oui. Qu'est-ce que vous allez installer ici? Donc on va installer une noue. Toute l'eau du site va être une noue, donc un fossé large en fait, qui va permettre l'infiltration et dans lequel on va pouvoir travailler sur la végétation pour favoriser à travers les racines des végétaux l'infiltration. Et puis après ce système de noue qui va aussi ralentir les flux, on aura une mare où il y aura un volume disponible pour un stockage temporaire avant que l'eau n'arrive à l'orneau. Alors c'est bien parce que c'est justement des solutions, il faut être tourné solution et le particulier peut aussi imaginer faire ça en fait. On peut dessiner ça dans son jardin, dans sa parcelle, en fonction de là où on se trouve effectivement et du relief. Alors petit bonus, ce sera quelque chose de didactique ici, mais il y a également un auditoire en plein air qui est prévu. Oui, on va pouvoir donner cours en plein cœur de notre laboratoire à ciel ouvert où on touche à beaucoup de thématiques de nos bio-ingénieurs. Alors là on va se diriger à Bruxelles, à Saint-Gilles, où il y a un jardin de pluie qui est terminé. Tout à fait. Alors Aurore, ici on peut dire qu'on est dans un jardin de pluie qui était plutôt précurseur parce que ça fait 10 ans qu'il existe. Ça fait 10 ans qu'il a été créé effectivement et donc le terme jardin de pluie n'existait même pas encore à l'époque. Mais on est bien sur un espace multifonctionnel avec de la végétation au cœur de la ville qui sert aussi de lieu de rassemblement et qui a surtout une fonction hydrologique de rétention et de temporisation de l'eau. Donc en fait ici on est sur un contre-plat. Tout un jeu de bordure fait que l'eau va être accumulée ici sur cette pelouse et en dessous de nos pieds il y a des dalles poreuses qui permettent de stocker l'eau. Et puis il y a tout un jeu de canaux autour de ce jardin qui permettent de ramener l'eau justement dans ces zones d'infiltration. Et par ailleurs on voit qu'on combine des fonctions sociales, des fonctions paysagères, on est dans un lieu qui est agréable à vivre en plein cœur de ville. Et où on a aussi, en été, dans les périodes chaudes, de l'ombrage, de l'évaporation qui donne de la fraîcheur.
Alors ici, Aurore, on est dans le contexte d'une commune. On pourrait en voir beaucoup plus, hein, commune, quartier, mis à des positions intéressantes. Mais il y a quand même quelques idées à reprendre pour le particulier. Oui, le particulier pourrait aussi jouer ce jeu dans son jardin, en fonction de là où on se trouve, évidemment, par rapport au relief. Si on est sur un axe naturel d'écoulement des eaux, on peut se dire qu'on peut rendre un service finalement écosystémique aussi, en stockant de manière temporaire de l'eau, en jouant sur le relief, en détournant éventuellement l'eau par rapport à des zones plus sensibles, éviter que l'eau passe devant un soupirail, mais faire en sorte avec des bordures que l'eau passe dans un endroit où elle ne pose pas de problème. Et donc ça, c'est des idées qui peuvent être reprises chez chacun dans son jardin, dans sa parcelle. Et puis alors, idée intéressante également, c'est planter des arbres et des haies. Planter des arbres, des haies, c'est aussi permettre une meilleure infiltration. Quand on a des racines, on a toujours une meilleure infiltration. Et puis c'est multifonctionnel, ça sert aussi pour la biodiversité, ça sert aussi pour le côté agréable du paysage et ils peuvent même être comestibles. Alors ça, c'est le petit plus. Alors tu l'as déjà dit, mais c'est bien d'insister parce que cette année, effectivement, on a connu les inondations, mais il y a aussi beaucoup d'intérêt dans le cadre de périodes de sécheresse. Oui, parce qu'on a l'ombrage de la végétation qui rend aussi l'espace plus agréable et parce que comme les arbres et toute la végétation consomment de l'eau et transpirent cette eau, en fait, ils consomment de la chaleur et ça veut dire que ça refroidit l'espace urbain. Et ça, c'est aussi très très important quand on sait les chaleurs que l'on peut avoir certains étés. Merci Aurore. Avec plaisir. Salut François. Salut Sébastien. Alors aujourd'hui avec toi on va parler de gazon et le gazon c'est important surtout dans la thématique qui nous concerne ici dans le geste du mois puisque ça sert à drainer quelque part nos jardins. Mais avec les inondations eh bien, il y a eu un phénomène de déséquilibre quelque part qui a appauvri notre sol. Mais on a connu ici un été extrêmement pluvieux, anormalement pluvieux, et donc les gazons ont assez bien souffert. Donc ils ont souffert parfois par un excès d'humidité, donc dans des zones qui ne drainent pas correctement, le gazon a pu un petit peu s'asphyxier, mais aussi le gazon parallèlement a poussé énormément, parce que l'humidité fait pousser un gazon avec des températures qui restaient correctes malgré tout. Donc un gazon qui pousse fait que le sol s'épuise. Donc quand le sol s'épuise, les éléments nutritifs s'épuisent également. Ça veut dire qu'il va falloir rééquilibrer pour permettre au gazon de se redensifier et de rattraper de la vigueur pour l'automne avant l'hiver. Alors à côté de ça, on le voit un petit peu autour de nous, il y a des petites taches rougeâtres comme ça. Qu'est-ce que c'est? Donc ici, c'est dû à une maladie, un champignon, donc une maladie cryptogamique qui cause des ronds comme ça sur certaines zones. Donc on a présence de fils rouges. Donc c'est un champignon qui se développe sur les brins d'herbe et on a le brin d'herbe qui devient rouge et on a aussi en pleine action, en pleine activité du champignon, un mycélium cotonneux qui se développe sur la tige, sur le brin et cette herbe va se dessécher et mourir. Donc c'est aussi un champignon dû à l'humidité. La bonne nouvelle quelque part, c'est qu'on a une solution commune pour ces deux problèmes, de déséquilibre et de champignons sous forme d'engrais. Voilà une formule adaptée donc pour l'arrière-saison que l'on peut mettre dès le mois de septembre, qui va avoir une action longue et contrôlée et qui va permettre de redensifier correctement et de préparer le gazon aux conditions hivernales de stress que peut connaître l'arrière-saison. En termes de quantité, on est sur des quantités normales, c'est un engrais automnal quelque part? Voilà, donc on est sur des quantités en mini-granulés de 5 kg par 100 m², donc une quantité tout à fait normale d'engrais organique à épandre, de préférence avec un épandeur, pour garantir une bonne homogénéité au niveau de la surface à nourrir. À épandre maintenant, vous l'avez compris, et puis cerise sur le gâteau quelque part, c'est qu'on va pouvoir profiter de cette période-ci pour corriger les quelques trous qu'on peut avoir dans notre gazon avec un petit sursemis. Oui, voilà, c'est ça. Donc ici, on a des trous qui sont relativement peu développés, donc le sursemis sera nécessaire aux endroits où on a vraiment plus de brins d'herbe vivants. Donc là, on va pouvoir remettre des semences. Maintenant, on peut avoir d'autres dégâts qui peuvent être occasionnés par des enfants qui ont joué en dessous d'une balançoire, en dessous d'un toboggan, ou alors on peut avoir des dégâts qui peuvent être dus par des hannetons, donc des hannetons qui ont mangé les systèmes racinaires et on a des plaques de gazon qui se détachent complètement, ou alors si on a réalisé une scarification, et là donc on va devoir redensifier complètement son gazon, donc à l'aide de semences de regarnissage. Merci François pour toutes ces explications, il n'y a plus qu'à profiter maintenant de l'arrière-saison. Hélène, c'est juste magique d'être ici parce que ce domaine est magnifique, le domaine de Béronsart. On est ici à Gèvres, domaine qui est le tien. On est sur un jardin d'une superficie de combien? Presque 7 hectares.
Un jardin qui existe depuis les années 70. Oui, en effet, il a été créé à l'époque par Jacques Wirtz, que les passionnés connaissent bien. Qui était connu à l'époque, et Oui. encore connu maintenant d'ailleurs. Alors on a un peu de tout, hein, des plans d'eau, des petits endroits pour se ressourcer. Ça a beaucoup évolué, vous y travaillez beaucoup et en plus de manière mécanique parce qu'il n'y a pas de pesticides. Hein. Non, aucun pesticide, donc on travaille avec des chalumeaux, des machines et on n'oublie surtout pas qu'on est à la campagne et on veut garder ce côté naturel que vous voyez. Et qui est juste magnifique. Merci. Alors Hélène, dans cette même optique de jardin naturel, c'est quand même assez étonnant parce qu'ici on est sur l'aire de stationnement pour l'exploitation du domaine, donc c'est un parking de 150 places. C'est beau, c'est écologique, c'est de la pelouse. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de pelouse, d'ailleurs on entend Denis qui tombe tout le temps. Denis tombe beaucoup, effectivement. Donc oui, quand on a donc décidé de créer ce parking nécessaire pour l'exploitation, c'était pour nous vraiment un challenge de réaliser voilà, quelque chose de beau qui ne vienne pas abîmer tout le site. Ça aurait été très différent si on avait eu du béton partout. Donc voilà, je pense que là, au niveau de l'objectif, il est atteint. Et on est très contents. Alors, challenge réussi et en plus, vous avez pu vous rendre compte pendant ces malheureuses inondations qu'on a connues cet été que ça réagissait très bien. Oui, parfaitement bien, puisque effectivement, on a eu peur que le parking se transforme en boue, ce qui n'a pas du tout été le cas. Il était, comme vous le voyez maintenant, bon, l'herbe un peu mouillée, mais vraiment tout à fait sec, l'eau circule bien. Alors, de quoi est fait justement ce parking pour que ça se passe aussi bien? Parce qu'en dessous, il y a quelque chose quand même. Hein. Oui, donc il y a un lit de lave, donc environ 30 cm de lave. Ensuite, on sème. On vient tendre par-dessus une maille extrudée qui est tendue très très fort. Et quand la pelouse en fait, pousse, les racines et la maille ne forment plus qu'un. Et donc voilà, ça donne ce résultat. À quoi sert la lave? Alors la lave sert à filtrer. Donc elle a plein de propriétés de manière générale pour le sol, mais une propriété qui nous intéressait ici évidemment très fort, c'est qu'elle sert vraiment de filtre. Donc s'il y avait un petit peu de carburant, un peu d'huile, ce serait tout à fait nettoyé et n'irait pas dans le sol. Et également bien absorbante, puisque c'est ce que vous avez pu remarquer pendant les inondations. Tout à fait, puisque ça permet, et c'est d'ailleurs le gros problème qu'on rencontre dès qu'il y a du béton, ça bloque l'eau, qu'ici l'eau peut circuler en fait tout à fait naturellement. Et à quoi sert la maille? Parce qu'elle est aussi très importante. La maille est importante puisqu'elle évite en fait que les voitures s'embourbent. Donc c'est vraiment un antidérapant. Et quelles que soient les conditions, donc qu'il pleuve, qu'il neige, on a remarqué que voilà, les voitures roulaient très très bien. Oui, vous avez pu le pratiquer parce qu'en fait ça fait 2 ans qu'il est installé ce parking. C'est ça, on l'a construit, on l'a installé en 2019, donc effectivement ça fait 2 ans. J'imagine que si ça fonctionne pour 150 places, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas pour le particulier, pour 1 ou 2 places. Exactement, c'est tout à fait... en fait, j'encourage vraiment les gens à aller vers ce genre de projet. Cette technique permet vraiment de prolonger l'aire de jardin. Quand les voitures ne sont pas là, ça redevient un jardin. Exactement, les enfants peuvent jouer, on peut faire un barbecue, complètement. Plein de choses. Donc on encourage effectivement tout le monde à opter pour cette solution. Tout à fait. Merci Hélène, et je propose qu'on continue à visiter ce magnifique domaine. Avec plaisir. On a donc beaucoup parlé des pluies dans ce geste du mois, mais on espère qu'elles sont derrière nous. Et on nous promet une arrière-saison assez sympathique. Du coup, barbecue, brasero, tout ça c'est très bien, mais il faut savoir alimenter ça en bois. On a rendez-vous avec Berthe qui va nous expliquer comment couper son bois de manière optimale et sécure. C'est parti. Salut Berthe. Bonjour Sébastien. Alors quel plaisir de te revoir. On a eu un été très pluvieux, on nous annonce une meilleure arrière-saison, mais par contre, il fait un peu frisquet, du coup on se dit qu'on va ressortir le barbecue, on va ressortir le brasero, etc. Pour ma part, j'ai plus de bois, ou alors des gros tas de bois comme ça, et donc je cherche une petite machine pour changer ce tas de bois en tas de bûches. Mais j'ai pas non plus envie d'avoir une grosse machine. Compréhensible. On va rester dans la gamme de batteries, les petites batteries qu'on a déjà montrées, les différentes machines les fois passées. Petite machine légère ici qui peut être utilisée par hommes et femmes, avec une chaîne, pas beaucoup d'entretien, pas de moteur thermique. Chaîne très important, ça doit être très bien coupé pour pouvoir travailler et abordable pour tout le monde. Ouais, tu le disais, hein, petite machine, donc du coup légère, souple, homme, femme, vieux, jeune, tout le monde peut vraiment l'utiliser?
tout le monde peut l'utiliser, les tout jeunes, les enfants, on va peut-être pas leur laisser jouer avec ceci parce que c'est quand même une chaîne qui va couper assez rapidement. Non, c'est utilisable par tout le monde. En termes d'entretien, ici on imagine qu'on l'a moins sorti, et donc il faut quoi? Un petit affûtage? Petit affûtage toujours important, ça on va contrôler. Très important à tenir à l'œil aussi, c'est qu'il faut de l'huile pour lubrifier la chaîne. Pour le reste, il faut bien contrôler qu'on a une batterie qui est bien chargée et on peut travailler avec. Mais, important aussi, quand on va travailler avec une machine comme ceci, il faut quand même avoir des EPI, un équipement de protection individuelle. Oui, c'est ça, la chaîne tourne très très vite, du coup la sécurité est d'autant plus importante. Autant plus importante, surtout dans le cas de figure ici. Donc tu as quand même des longs bois ici qu'on va travailler à deux dessus. Je vais te les tenir, je vais les prendre en main et toi tu vas couper. Donc il faut des protections adéquates que j'ai pris avec moi pour te montrer aussi. Par exemple? Par exemple, déjà celui qui va aider et qui ne tient pas la machine en main va devoir se protéger avec des gants anti-coupe déjà, pour se protéger des doigts. Et en même temps, il peut aussi porter des manchots qui vont venir à l'avant-bras, justement, si jamais toi tu vas déraper, moi, j'aurai pas trop de soucis. Je vois que tu as également un pantalon. La différence avec un jeans, elle est vraiment très grande. Le jeans, on passe à travers la jambe. Quand on va porter un pantalon anti-coupe, il est constitué avec des fibres à l'intérieur. Les fibres vont prendre dans la chaîne et dans le pignon d'entraînement et la machine va être stoppée net. Ben écoute, merci pour toutes ces explications. Plus qu'à t'habiller et à commencer à travailler. Exactement. Voilà. Valentin, je suis contente de venir prendre de tes nouvelles, du potager ici que tu gères à Ramilly avec la SBL Crabe. Et puis, tu vas un petit peu nous expliquer les problèmes que vous avez connus ici pendant l'été au moment des inondations. Mais oui, on a été inondés un petit peu. Les 2/3 du potager ont été sous eau. Voilà, l'eau s'est retirée, maintenant c'est plutôt du désherbage et nettoyage. Alors tu me disais que la terre ici était plutôt argileuse, ça a eu des conséquences? Oui, parce que avec l'inondation, ça s'est tassé un petit peu et l'eau a stagné. Et voilà, ça a plu à certaines plantes et pas d'autres. Alors ça a plu auxquelles? Les oignons et la quinoa, bizarrement, ils ont bien aimé ça. Ça leur a convenu? Mais alors, les tomates et les physalis, ça leur a pas plu du tout. Alors l'équipe, elle varie beaucoup et c'est plutôt une bonne nouvelle puisqu'on est dans un principe de remobilisation par le travail de la terre et ça fonctionne? Oui, tout à fait. On a 3 qui ont trouvé du travail récemment et on en a d'autres qui nous ont rejoints. Ouais, c'est chouette ça. Moi, je propose qu'on aille se mobiliser parce que tu vas un peu nous dire quels gestes on peut faire au potager ici en ce mois de septembre. On va planter et semer? Oui, on prépare l'automne. On va planter des poireaux, on va semer de la clétonne de Cuba et du cresson. Allons-y. C'est parti. Valentin, on va commencer par planter les poireaux. Et puis, je vois que tu as concocté une petite préparation qui s'appelle... Un pralin. Un pralin. Et qu'est-ce qu'on trouve dans le pralin? Normalement, on y met toujours un petit peu de bouse de vache avec de la terre plutôt argileuse. On vient y mettre de l'eau et on vient essayer de créer une sorte de pâte qui a pour but de coller aux racines des poireaux. Et quel est l'intérêt de coller ça aux racines des poireaux? Ça va les aider à démarrer, ça va leur donner un petit coup de boost. Ils vont mieux repousser dans le sol. Du coup. Alors moi je vais te laisser peut-être les mettre dans le pralin. Et alors moi je fais des trous, j'imagine. Oh, tu peux faire une quinzaine de centimètres. Une quinzaine de centimètres et des tout petits trous? Oui. Ça se passe comment? Je mets juste comme ça un peu? Ouais, voilà. Le but c'est que juste un petit trou, on arrive à mettre le poireau assez profond dans le sol. Nous, ce qu'on va faire dans quelques semaines, c'est qu'on va venir légèrement buter nos poireaux. Comment est-ce que tu as préparé la terre? Donc comme il y a eu beaucoup d'eau dedans, on a dû la retravailler un petit peu. Elle s'était tassée. D'accord. Alors ça, les plantes, elles n'aiment pas alors. trop. On n'a pas dû bêcher non plus. On a dû retravailler plus profond que prévu. Ok. Normalement, quand on retire les pommes de terre, on plante quasiment directement nos poireaux derrière.
Mais là, pour le coup, on a dû retravailler un peu plus. Et une fois qu'ils sont repiqués, Valentin, c'est quoi la suite des opérations? On va attendre 3-4 semaines qu'ils grandissent et après ça, on va les buter. On va ramener de la terre en fait au pied du poireau. Et c'est quoi l'intérêt du butage? Le butage, ça fait qu'il y a une plus grande partie du poireau qui se trouve sous la terre et donc dans le noir. Et on aura une partie blanche, donc celle qui est la plus charnue, qui nous intéressera. Elle sera un peu plus, elle sera plus importante. Ça sera Ils quand seront même bons à meilleur. manger quand? Oh, ici on peut viser le début de l'année prochaine quand même. Ok, bah je reviendrai en janvier alors. Alors ici, Valentin, on a des semences de Clayton de Cuba. Oui. On a préparé la terre différemment? Oui, on l'a affiné. Par rapport au poireau, on essaie de faire en sorte que ça soit un petit peu plus souple mais plus fin. Alors moi j'aime beaucoup ta manière ici d'ensemencer. On va le faire à la volée, c'est ça? Oui, c'est ça, à la volée. Je mets des... Oups, comme ça. Ouais, des belles petites graines, elles sont noires brillantes. Exactement, puis je fais quoi? Alors tu peux... Comme à la volée. Ouais, c'est ça, à la volée, saupoudrer. Oui, un petit peu, à droite, à gauche. Et toi, tu le fais pas? Si. Ça va mettre combien de temps, ça, à arriver? Oh, ça va mettre un mois ou deux avant de bien sortir du sol. Ok. Mais tout d'abord, il faudra qu'on passe un petit peu le râteau pour que nos graines elles disparaissent un peu dans le sol, parce que le fait est qu'elles sont noires et brillantes, du coup les oiseaux les voient très bien. Ah oui, ok. Et ça ressemble à quoi, en fait? Ça ressemble un petit peu au pourpier. Ok. Ça y ressemble, mais ça n'a rien à voir. C'est même pas la même famille. Qu'on va faire après? Oui, voilà, on le fait après le pourpier. Ben voilà, moi je reviens dans quelques mois pour déguster tout ça. Et super. Là, on termine ce qu'on a commencé quand même. Ouais. Merci, Valentin. Stéphane-Henri, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici sur vos terres, à la Bruyère. Alors vous êtes agriculteur et ici, au vu des conditions climatiques qu'il y a eu, donc toutes ces nombreuses inondations, vous aviez un petit peu anticipé les choses en plantant différentes solutions pour freiner quelque part ce phénomène de coulée de boue, irriguer un peu mieux vos champs. Ouais, les solutions, on les a trouvées un petit peu indépendantes des inondations. C'est qu'on a utilisé, nous ici, le miscanthus, qui est un très bon filtre pour les boues. Mais on l'a utilisé d'abord parce que c'était une zone tampon, donc c'était une zone qui était non cultivable. Et donc nous, on a récupéré cette zone-là pour planter le miscanthus et pour utiliser le miscanthus pour faire une chaudière biomasse. Vu les inondations qu'on a eues cette année-ci, on voit clairement qu'il y a un effet. À part un barrage, je ne vois pas ce qui peut arrêter les eaux. Maintenant, l'avantage du miscanthus et ici de la zone enherbée à côté, c'est qu'on peut filtrer un peu les boues. Et donc les boues ne vont pas dans le ruisseau, ou quand c'est une maison, ça limite, c'est de l'eau et pas des boues. C'est ça, ça veut dire que quelque part le miscanthus qu'il y a derrière vous ne suffit plus ou ne suffit pas entièrement pour freiner tout ça. Et donc il y a d'autres choses comme ici autour de nous, les mélanges mellifères, les haies qui sont là-bas derrière, et tout ça, ça contribue, c'est un ensemble de facteurs qui fait que la solution est là quelque part. Ici les mélanges mellifères, c'est des zones qu'on ne sait pas cultiver parce qu'elles seront utilisées pour la récolte. Donc plutôt que de laisser une terre nue, on a planté un mélange mellifère, comme ça il sert un petit peu à l'environnement aussi. Il faut essayer de limiter un maximum. C'est clair, quand on a des cultures de printemps, c'est plus difficile à gérer les inondations parce que le sol est plus nu. Mais bon, on ne sait pas faire des miracles non plus. Et concrètement, par contre, vous avez pu voir quand même le bel effet quelque part de ce que vous avez pu mettre en place. Ici notamment, ces fameuses coulées de boue qu'on voit qui ont été freinées par ce que vous avez mis en place. Oui, ça c'est sûr et certain. Quand les herbes sont assez hautes et que le miscanthus, les 2-3 premières années, n'est pas assez dense, donc c'est plus difficile pour filtrer et arrêter les boues. Mais ici, clairement, on voit bien il y a 50 cm de boue qui sont arrêtés par le miscanthus. Et à d'autres moments de la saison, il y a d'autres choses que vous pouvez mettre en place pour justement équilibrer un peu plus encore ce sol. On pense notamment à certains couverts que vous mettez parfois. Oui, donc les couverts d'intersaison, donc c'est des couverts qu'on met en place après les moissons. Cette année-ci, ça va être compliqué vu la météo capricieuse. C'est clair que ça a un effet sur la rétention d'eau sur les parcelles. Une parcelle couverte retient toujours plus d'eau qu'une parcelle qui n'est pas couverte. Et puis rappelons quelque part que l'urbanisme est aussi responsable de toutes ces coulées, ces inondations, et ça on ne le met pas assez en cause, on n'en parle pas assez souvent. Il y a autre chose quelque part que l'agriculture qui est derrière tout ça. C'est toujours sur l'agriculture qu'on tape, mais je crois qu'il faut quand même un peu regarder tous autour de soi. L'urbanisation, c'est colossal, c'est énorme, et les quantités d'eau qu'on n'a jamais eues. N'importe quel sol, aujourd'hui, les sols ne retiennent zéro. Ils tombent 5 litres d'eau, les 5 litres, ils coulent, parce que les sols sont gorgés d'eau. Merci Stéphane pour toutes ces explications.
Je te sens bien pensif, Sébastien. Eh bien, je le parmi suis, ces miscanthus. Corinne, je le suis. Figure-toi que Stéphane nous expliquait que la meuhaine ici, qui fait quoi, 5 cm de profondeur, eh bien, elle arrivait à la hauteur de tes pieds. Ce que je trouve complètement dingue fou, hein. au moment des inondations. Comme quoi, finalement, on a bien fait de vous parler de tous ces petits trucs et astuces pour agrémenter son jardin et peut-être pallier quelque part les soucis au moment des inondations. C'est clair. Et avec Aurore, d'ailleurs, ingénieure, elle nous a également donné un petit peu des trucs et astuces et des informations par rapport au dérèglement climatique, donc dans le cas d'inondation, mais également dans le cas de sécheresse. Exactement. Et toutes ces séquences, vous pouvez les retrouver sur notre page Facebook, sur notre chaîne YouTube également. N'hésitez pas à les commenter, à les partager. Et puis, on se retrouve le mois prochain. Exactement. Et le mois prochain, ce sera bientôt la Toussaint. Et petite surprise. Ah, Corinne a l'air de s'avancer là-dessus. Je ne le ferai pas. On verra. À bientôt. Ciao. #concours. Ce mois-ci, notre partenaire DCM vous propose de gagner de l'engrais pelouse automne. Celui-ci renforce votre gazon de manière suffisante pour passer l'hiver sans problème. Alors pour remporter ce concours, c'est très simple. Répondez à la question suivante. Quel est le nom scientifique du champignon en fil rouge présenté par François? Et envoyez votre réponse par mail à info@canalzoom.be ou par message privé sur la page Facebook du Geste du mois. Ah oui, j'oubliais, si vous rentrez dans votre pépinière pour acheter des engrais pelouse automne, vous recevrez un bonnet DCM, action valable jusqu'au 31 octobre.